Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Semaine Éco. Et c'est l'eau qui nous intéresse ce soir. Cette ressource qui se fait rare, coûte de plus en plus cher à produire également, est au centre des préoccupations des Algériens et donc des pouvoirs publics. L'Algérie souffre depuis plusieurs années déjà d'un stress hydrique sans précédent malgré les investissements colossaux consentis par le pays depuis plus de 20 ans. La ressource hydrique manque terriblement. Ménages, entreprises et agriculteurs, nul n'est épargné par cette crise de manque d'eau. Il y a avec nous des invités ce soir qui vont nous expliquer, nous dire quels sont les enjeux justement de la rationalisation de l'utilisation de la ressource hydrique. Nous allons directement à la présentation. Nous avons avec nous ce soir tout d'abord Nadia Ouchar, directrice centrale à l'ANBT, l'Agence nationale des barrages et des transferts. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, merci pour l'invitation. Voilà, merci à vous. Et puis Abdelaziz Larjoum, sous-directeur du réseau d'alimentation en eau potable au ministère des Ressources en eau. Bonsoir. Merci pour cette invitation. Nous avons avec nous également monsieur Mohamed Deramchi, directeur général d'Agir, Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir. Voilà, et avant d'entamer le débat, nous allons tout d'abord regarder ce reportage réalisé par Yanis Ait Belkacem qui va nous mettre au cœur de la problématique du jour. Des projets importants que l'État s'emploie à exploiter en soutenant des projets innovants dans le domaine de la gestion des ressources en eau. مشروعنا هو إيكو وهو مشروع اقتصاد الثروة المائية واقتصاد مياه. Notre projet Ecoro est un projet qui vise à la rationalisation des ressources hydriques avec comme outil l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le projet est prêt à l'emploi. Nous attendons un soutien pour pouvoir lancer ce projet. توجد الأرضية لإطلاق هذا المشروع. Nous avons inventé un nouveau prototype que nous avons appelé le Galvanofontaine. Nous faisons en sorte d'améliorer ce prototype dans l'espoir de trouver des entreprises qui veulent l'exploiter. وإيجاد يعني الشركات اللي تحب تستعمل هذه التقنية في معالجة التلوث تاعها تلوث المياه الصناعية. L'amélioration du service public de l'eau et la protection de cette ressource vitale sont les axes les plus importants que les autorités s'efforcent à améliorer. Nous avons pu réaliser 11 stations de dessalement des eaux de mer qui produisent plus de 5 061 mètres cubes par an. Pour rappel, l'Algérie vise à atteindre aux horizons de 2024 une production de 2 milliards de mètres cubes. L'action politique, aussi importante qu'elle soit, ne suffit pas. L'innovation permettra de garantir la sécurité de cette ressource menacée par la croissance démographique, la demande toujours croissante de divers secteurs et les effets de plus en plus graves du changement climatique. Et voilà, retour et débat avec nos invités. Et nous allons commencer avec vous, madame Nadia Ouchar. Je vous rappelle que vous êtes directrice centrale de l'Agence nationale des barrages et des transferts. Alors, quel est l'état aujourd'hui de la ressource hydrique ? Aujourd'hui, sur les 80 barrages mis en service et en exploitation, on enregistre 45% de taux de remplissage national qui équivaut à un volume emmagasiné de 3 milliards 480 millions. Le taux le plus élevé enregistré, c'est au niveau bien sûr de la région Est, qui a enfin un peu plus de 69%. On a la région centre, là où on se trouve, c'est-à-dire l'Algérois, Tipaza, Tizi Ouzou et une partie de Médéa et de Bouira, on est à 22,43%. La région du bassin du Chili, on est à 43 aussi % de taux de remplissage. La région ouest plutôt, on a enregistré un taux de 24%. Pardon, 24%. Donc il y a un grand déséquilibre entre régions. Les régions sont toutes pas loties à la même enseigne. On sait qu'il y a un déséquilibre pluviométrique entre l'Est et l'Ouest algérien. Généralement, la région Est, c'est qui enregistre des pluies les plus importantes. C'est le cas aujourd'hui. On a pratiquement plus de 11 barrages qui ont un taux de remplissage qui dépasse les 90%. Il y a 6 barrages qui enregistrent un taux de 100%. Ils sont pleins, ils déversent actuellement. Est-ce que c'est une situation inédite ou ça dure depuis quelques années déjà? Comment les choses ont évolué au fil des années, des 10 dernières années par exemple? Non, c'est-à-dire le déséquilibre régional en termes de pluviométrie, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé ces dernières années, on a plutôt une baisse
de pluviométrie, et en même temps qui a engendré bien sûr une baisse de ruissellement dans les bassins versants des barrages. Surtout à partir du centre jusqu'à l'ouest. Mais relativement, l'est, il est resté... c'est-à-dire on n'a pas eu une très grande régression des apports. Depuis combien d'années ça dure en fait, cette situation? C'est cyclique. De toutes les façons, on a sur les années observées, on a souvent un retour après une quinzaine, une vingtaine d'années. Cette situation, on l'avait déjà vécue les premières années des années 2000. En 2002-2003, on a tendance à revivre la même chose aujourd'hui. Mais le manque, c'est-à-dire on a ressenti la baisse de remplissage des barrages pratiquement à partir de 2016. C'est vrai, on a soufflé un peu en 2017, mais ça a repris rapidement. Est-ce que ça va affecter les transferts d'eau? Les transferts d'eau, c'est-à-dire pas tout à fait, parce qu'on essaye quand même de gérer une gestion dynamique entre les barrages. Très bien. Il y a des systèmes d'interconnexion pour équilibrer la situation d'une région à une autre. On passe à vous, Monsieur Azdine Ladjoum. Vous êtes sous-directeur du réseau alimentation en eau potable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choix justement pour diminuer cette dépendance des barrages? Est-ce qu'on a d'autres options à explorer? Donc, tout à l'heure, Mme Bouchard a donné un bilan sur la situation à travers les barrages. Je voudrais revenir sur le VTR qui a été passé. Donc, on a célébré cette année la journée mondiale de l'eau comme l'heure du pays, seulement avec une situation un peu exceptionnelle. Donc pourquoi exceptionnelle? Donc elle est caractérisée par la baisse de la pluviométrie qui a impacté un petit peu les réserves des barrages, les écoulements des oueds, etc. Et pour cette raison, il y a eu un impact directement sur l'alimentation en eau potable de la population. Donc ça c'est la première des choses. Donc effectivement, ça fait de la baisse, donc ça a été ressenti. Je pense que tous les agents ont ressenti un petit peu la baisse de la pluviométrie. Donc notamment, il n'y a plus d'eau dans les robinets. Voilà. Enfin, une bonne partie de la journée. Voilà, de l'est à l'ouest, notamment c'est beaucoup plus pour la région du centre et l'ouest qui a été impactée beaucoup plus par rapport à l'est. Donc, première, c'est ça. Donc, sur cette base, donc, on a opté maintenant. Donc, on est obligé de s'adapter avec cette situation. On est obligé de s'adapter avec cette situation du moment qu'on dépend à partir de ressources superficielles. Par exemple, c'est pour vous dire actuellement sur la production d'eau. Donc, on est en train de produire à partir de trois types de ressources. Donc, les ressources souterraines, superficielles et le dessalement. Donc, pour le superficiel, souterrain, pratiquement, c'est plus de 50%. Et le reste, c'est réparti entre le superficiel et le dessalement. Donc, pour vous dire qu'on dépend, quelle que soit la chose, on dépend de plus de 30% de ressources superficielles. Donc, c'est pour cette raison donc on a senti un petit peu la situation. Donc, devant cette situation, qu'est-ce qu'on a mis? Donc, le secteur a pris le devant. Donc, il a pris le devant et il a établi un plan d'urgence qui s'adapte avec le contexte actuel. Donc, qu'est-ce qu'on a pris? Donc, il y a plusieurs actions qui ont été prises en considération. Il y a un programme d'urgence qui a été mis en place. Qui consiste à faire quoi, justement? Donc, qui consiste premièrement à mobiliser de la ressource. On continue avec la situation comme classique. Et deuxièmement, gérer de l'eau d'une manière rationnelle. Donc, on est obligé d'aller vers l'économie de l'eau parce que du moment on doit s'adapter avec cette situation. Vous n'appelez pas ça le rationnement? Non, on n'en est pas encore là? Non, de préférence, donc on peut détailler par la suite. Donc on peut dire qu'on peut aller vers l'économie d'eau. Gestion rationnelle de l'eau. Gestion rationnelle. Donc c'est pour cette raison, j'ai dit, le ministère a pris du devant. Il a mis une politique, une stratégie qui est basée beaucoup plus, en plus du programme de développement. Donc il y a la gestion rationnelle de la ressource. On doit s'adapter, donc on doit lutter contre les fuites, les pertes, etc. Donc l'économie d'eau. Donc c'est pour cette raison, donc j'ai dit on doit s'adapter. Vous expliquez déjà pourquoi désormais on coupe l'eau le soir. Il y a derrière un objectif, j'imagine. Bon,
je préfère dire, avant de dire des coupures, donc de préférence qu'on parle de réajustement des programmes. Très bien. De réajustement des programmes de distribution. Pourquoi? Donc vous avez toutes les gens de Grand Alger, donc ils ont remarqué la période passée jusqu'à maintenant, surtout pour cette semaine, il y a eu des réajustements dans le programme de distribution. Donc on ne peut pas dire des coupures. Donc ce n'est pas des coupures, parce que le coupure, ça se fait uniquement là où il y a une mauvaise qualité. Donc ici, maintenant, dans ce cas, on coupe. Maintenant, s'il n'y a pas de ça, donc c'est une gestion classique. Seulement, on prend en considération les aspects liés à cette situation. Donc c'est pour ça que j'ai dit réaménagement dans les programmes de distribution. Pour Alger, effectivement, cette semaine, il y avait l'arrêt de la station de Hama. Donc, effectivement, il y a un déficit qui a été enregistré. C'est tout à fait normal. La station de Hama produit actuellement 200 000. Donc, vous imaginez, on arrête 200 000 directement et s'ajoute à cela le problème des les ressources superficielles. Donc on est en train de maintenant... Du coup, le débit baisse. Voilà, donc oui. On est obligé de réajuster notre programme de telle sorte à économiser ce temps et faire durer dans le temps. Donc c'est pour cette raison, les gens ils ont ressenti qu'il y a le programme qui a été revu, donc les coupures notamment la nuit. Et c'est pour cette raison, donc on parle des coupures, mais c'est pour économie. Il y a une eau qu'on doit l'économiser pour permettre de le réinjecter sur les réseaux. Donc en gros, le H24 pour l'eau, il faut l'oublier. Non, il ne faut pas dire non, ça ne devrait pas l'oublier. Bon, il y a des wilayas où le problème ne se pose pas. Non, le problème ne se pose pas. Donc on continue à donner quotidiennement, il y a des H24, etc. Bon, ça dépend parce que la ressource, ça dépend de la gestion aussi des réseaux. Donc, mais on est devant une situation, on est obligé de revoir notre politique, notre façon de voir les choses. On est obligé de s'adapter avec cette situation. Donc c'est pour cette raison on préfère de réajuster nos programmes de distribution. Très bien. Je m'adresse à vous, M. Mohamed Daramchi. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Agir. C'est l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau. Donc on a plus que jamais besoin de votre éclairage dans le domaine de la gestion de l'eau. Alors est-ce que cette crise de l'eau est également un problème de gaspillage quelque part? Avant de commencer de parler de gaspillage, je voudrais expliquer un petit peu au commun des mortels qui connaît l'eau à travers ce qui coule au niveau du robinet. Effectivement. Alors, sans voir un petit peu la complexité de cette matière, de sa gestion et son acheminement jusqu'aux habitations, jusqu'aux citoyens. En premier lieu, la particularité de la gestion des ressources en eau se base sur une ressource hydrique qui est dans un écosystème en premier lieu. Les bassins versants, les nappes, c'est un écosystème. Sans l'activité ou sans l'utilisation de l'homme, il y a un équilibre naturel entre les précipitations, les écoulements, les infiltrations. Mais dès qu'il y a l'action de l'homme, alors il y a obligatoirement des déséquilibres qu'on peut provoquer. Alors, pour cet équilibre, ça veut dire en plus de notre approvisionnement de l'eau pour les populations, pour les différentes activités, il est nécessaire de penser à maintenir le bon état de cet écosystème. Alors, comment cet bon état de l'écosystème? C'est de suivre l'impact de l'utilisation et les rejets à travers les bassins versants et les oueds, ainsi que les consommations annuelles qui sont prélevées, qui arrivent jusqu'à 12 milliards de mètres cubes chaque année, qui sont utilisés, souillés et qui reviennent au grand système, au grand cycle de l'eau. Ça, c'est la première partie qu'il faut lui donner sa place. Éviter donc la surconsommation. Alors, il faut résilier entre l'utilisation de l'eau, qui est le cycle technique de l'eau, et le cycle naturel de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que cette eau revienne aussi à sa source. Absolument, parce que nous avons le rôle et l'obligation d'assurer sa durabilité. Ce n'est pas pour la consommation de cette saison, c'est pour les générations futures. Alors nous avons le devoir de la maintenir en bon état et la préserver aux générations futures. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, qui n'est pas des moindres, c'est l'Algérie a opté pour de grands investissements et à réaliser de grands projets structurants pour permettre un équilibre d'une région à l'autre. En voyant le Bni Haroun qui alimente plusieurs wilayas dans l'Est, le Koudiet Serdoun qui alimente jusqu'à Djelfa, Aïnou Sara,
le Mao qui va jusqu'à Oran, Ain Saleh qui va jusqu'à Tamarasset. C'est une option que l'Algérie a choisie et a consenti énormément de moyens. C'est un effort financier colossal. On parle de plus de 55 milliards de dollars en 15 ans. Absolument. Alors, ce qui nous oblige... 55 milliards de dollars, il faut le préciser. De dollars, absolument. Ce qui nous oblige de maintenir ces investissements sur le patrimoine. Chose qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans le tarif. Nous avons eu des financements pour réaliser autant d'infrastructures, mais aujourd'hui, il y a un souci de maintenir ces infrastructures en service. C'est-à-dire qu'il faut que tous ces investissements soient viabilisés sur un plan économique. Absolument, absolument. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le cas. C'est un effort propre de l'État qui injecte de l'argent à fond perdu. Mais ces investissements auront besoin au moins d'1 à 2% du montant global de réalisation pour les maintenir en service. Très bien. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Même pour les faire fonctionner, l'argent collecté à travers les clients, par exemple, de loin, pour arriver à assurer le maintien de ces infrastructures, de très loin. Alors j'ai parlé du grand cycle de l'eau et de l'écosystème que nous sommes en train d'altérer avec l'activité humaine, les infrastructures qui assurent un équilibre interwilaya et régional, et à la fin, il y a le service public de l'eau, c'est le réseau dans la ville. Très bien. Donc il va falloir changer justement notre mode de consommation. Alors, de quelle manière ça se fait? On essaie de voir à travers notamment des campagnes de sensibilisation, chaque année ça revient, ça n'a pas eu vraiment l'effet escompté. Donc comment justement amener la population, les Algériens, nous tous, à avoir des comportements rationnels justement concernant la consommation de l'eau? La question des prix, peut-être à un moment donné, on devrait arriver à un moment donné? Je dirais plutôt notre manière de voir la gestion économique du secteur des ressources en eau qui est à revoir. Comment? C'est pour assurer ces équilibres et d'assurer ces trois maillons de cette chaîne d'utilisation, prélèvement, utilisation et consommation d'eau. Mais in fine, c'est le consommateur final qu'il va falloir qui change de manière de consommer l'eau. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Absolument. Et pour l'instant, quand je vois ma facture de l'eau, j'ai 6 dinars le mètre cube d'eau. On ne se rend même pas compte en fait du coût réel de l'eau. C'est-à-dire, par exemple, je pense qu'on est autour de 60 voire plus de dinars le mètre cube en termes de production. Non. Le prix réel. Le prix de revient. Ça dépend. Par exemple, le dessalement, il est acheté de la station de dessalement beaucoup plus que ça. À 120 dinars. À 120 dinars par exemple. Il est vendu à 6 dinars à l'abonné. Qui justement paye le différentiel? C'est le trésor public. Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, je m'adresse à vous, Monsieur Abdelaziz Larjoum, il ne faudrait pas changer justement notre politique de tarification ou y aller progressivement? Quelles sont les solutions? Non, parce que tout à l'heure, M. Deramchel a parlé de manière globale de la situation. C'est-à-dire qu'il faut voir que l'eau, la vision de l'eau, donc elle a une vision de dimension sociale. Maintenant, on est obligé que les citoyens doivent accès à l'eau. Donc ça, c'est le projet majeur qu'on doit l'assurer. Donc il y a une dimension sociale, il faut le comprendre. Il faut la prendre en considération, c'est clair. Voilà, c'est tout à fait normal. Maintenant, la dimension économique, ça c'est autre... C'est un choix politique. Voilà, c'est un choix politique. Maintenant, pour l'Algérie, donc c'est tout à fait normal. Donc l'eau, c'est une dimension sociale, il faut que tout le monde soit axé d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est les textes réglementaires qui prévoient ça. Donc, mais le problème n'est pas là. Donc, c'est-à-dire, on est obligé de revoir nos comportements envers cette ressource rare. On doit être, c'est-à-dire, sensibilisé. Donc, on doit que tous les citoyens savent que maintenant, l'eau, c'est devenu un denrée rare. Donc, il faut le protéger. Il faut l'utiliser de manière rationnelle. Éviter de le gaspiller. Voilà, il ne faut pas le gaspiller. Bon, le gaspillage, c'est à tous les niveaux. Il n'y a pas que les citoyens. On ne dit pas que les citoyens civils, mais quand même, il a une part de responsabilité. Parce que le gaspillage se fait, par exemple, d'autres usages, dans l'industrie, dans l'irrigation, etc. Donc, qui utilise une quantité énorme par rapport aux citoyens. D'accord. Donc, c'est pour cette raison. J'ai dit tout à l'heure... Justement, pour faire la différence entre industriel et non industriel, ménage, je pense qu'il y a une loi qui était en préparation, qui est toujours en préparation, pour essayer de séparer entre les deux. Non. Ce n'est pas prévu? Non, la loi relative à l'eau. Peut-être une charte?
Oui, oui, la charte, bon, c'est un projet, donc... D'accord. Qu'est-ce que ça devrait apporter? Non, parce que la charte sur l'économie de l'eau, c'est un projet qu'on est en train d'élaborer, afin qu'il soit une démarche commune qui touche tout le monde, la société civile, les différents départements ministériels, l'habitat par exemple dans la collecte des pluies dans les maisons, l'agriculture dans un programme intense d'économie, de réduction des quantités d'eau, la même chose pour c'est une approche multisectorielle. C'est multisectoriel. Tous les acteurs qui sont Il y aura un programme au niveau national qui mènera vers une amélioration collective. Je voudrais ajouter juste, vous avez tout à l'heure parlé de la tarification. Bon, la tarification, on dit que bon, c'est un facteur parmi. Donc il n'y a pas que la tarification. Maintenant, le principe de tarification, elle est basée sur trois principes. Il y a la solidarité, c'est la tranche, ce qu'on appelle la tranche sociale. Jusqu'à 0 à 25 mètres cubes, ça dépend 95% de la population qui peut accéder. Deuxièmement, c'est la progressivité. C'est-à-dire elle est en fonction de tranche de consommation. Voilà, le système de palier. Voilà. Et elle est sélective en fonction des usages. Donc il y a la première catégorie des domestiques, il y a la deuxième catégorie, c'est l'administration, et la troisième catégorie, c'est les industries, le tourisme, etc. Donc, et chacun il consomme en fonction parce que les tarifs, ça se diffère, donc c'est d'une tranche à une autre. Donc, pour dire, on reste loin du prix réel de production. Certainement. Donc le prix actuellement qui paye l'abonné ne représente rien par rapport à là. Mais c'est une dimension, j'ai dit, c'est une dimension sociale. Faut que Très bien. Donc, Madame Ouchar, vous peut-être plus que d'autres, vous voyez de très près la rareté de l'eau qui est constatée sur le terrain. Alors, est-ce qu'en Algérie, nous autres, nous tous, nous avons une consommation qui n'est pas en adéquation avec les ressources existantes? Oui, c'est tout à fait, parce que le citoyen doit comprendre qu'on est dans une région, plus de 86% de la surface de l'Algérie, c'est une région aride. Et puis la population la plus importante réside dans la partie semi-aride méditerranéenne, où les écoulements sont... là où il y a des écoulements et des ruissellements, bien sûr, qui vont vers les barrages et les nappes phréatiques, c'est-à-dire toute l'eau souterraine. Et pratiquement la moitié de cette surface-là, semi-aride et aride, il y a 7% qui reçoivent un peu plus de 700 mm d'eau. Donc ils doivent savoir qu'on dépend, sur le plan, la partie nord, dépend essentiellement de la pluviométrie. Parce qu'on a les barrages qui se remplissent bien sûr avec la pluviométrie, aussi les nappes les nappes phréatiques, les eaux souterraines renouvelables. Si on n'a pas de pluie, il n'y a pas de renouvellement. Si on les épuise cette année, il n'y aura pas de pluie, j'espère que non. Et il n'y aura pas un renouvellement de la nappe. Donc le citoyen doit comprendre qu'il n'y a pas que le secteur de l'eau ou l'État qui doivent fournir un effort pour la rationalisation de cette denrée, mais c'est un effort collectif. C'est tout le monde qui doit participer à cette action. Très bien. Mis à part les barrages, justement, vous avez évoqué les ressources non conventionnelles. Quelles sont les autres ressources sur lesquelles l'Algérie pourrait compter, mis à part les barrages? Il y a comme M. Larchoum venait de le signaler, on a le dessalement, il y a les eaux souterraines, les eaux de surface. Il y a aussi... on est dans la politique et la perspective de la réutilisation des eaux usées pour, bien sûr, pour des fins agricoles. Très bien. On est enfin, le secteur est dans cette démarche. Alors, M. Azdi, justement, on parle du potentiel non conventionnel, mais là aussi, on ne peut pas l'exploiter de n'importe quelle manière. C'est-à-dire, il faut... comme l'a rappelé Monsieur Daramchi, il va falloir aussi faire attention à ce niveau-là. C'est-à-dire, je sais qu'il y a un programme qui va être lancé pour essayer d'exploiter davantage ces ressources, mais il y a des limites. Très bien. Non, tout à l'heure, Madame Ouchar a parlé de dessalement, effectivement, parce qu'il faut parler de dessalement, c'est une option stratégique qui a été retenue par le gouvernement. Très bien. Pourquoi c'est une stratégique? Parce que, premièrement, compte tenu de la situation qu'on a vécue avec l'Algérie depuis les deux décennies, et puis par la suite, les trucs cycliques avec les biens, donc on est obligé d'opter vers une ressource pérenne. Donc la seule solution, c'est d'aller vers le dessalement d'eau de mer. Donc il y avait un programme à partir de 2002 pour que les gens... il y a combien de stations de dessalement? 11.
Voilà. Le programme qui a été réalisé depuis à partir de 2002, qu'on a vécu en 2001-2002, même situation à Alger. Donc c'est pour cette raison on a opté pour le dessalement. Donc il y a un programme qui a été réalisé avec le concours du ministère de l'Énergie qui porte sur l'ARIES de 11 grandes stations de dessalement. Elles sont toutes opérationnelles aujourd'hui? Tous opérationnels, donc d'une capacité globale qui atteint presque les 2 millions de mètres cubes jour. Donc en plus, il y avait un programme de petites stations monoblocs que le secteur de ressources a réalisé à impact local. Bon, ça c'est le programme qui a été réalisé et qui sont opérationnels actuellement. Bon, malheureusement, la partie ouest, donc il y a eu un petit dysfonctionnement au niveau des deux stations qui se situent à Tlemcen et El Maqta. Donc la station de Sokhtlata qui est à Lari, qui produit 200 000 m3 pour la vie de Tlemcen, donc à Lari depuis octobre. Donc il y a un problème technique là. Il y a la station de Maqta qui fonctionne avec la plus grande en Algérie, avec la capacité de 500 000 m3. Maintenant, elle fonctionne avec 50%. Donc il y avait des problèmes techniques au niveau de la station, que le secteur est en train de faire des efforts avec le ministère de l'Énergie pour revoir un petit peu pour réhabiliter ces stations. Ces problèmes qui vont se régler de toute façon. Non, vont se régler. Et ces stations seront opérationnelles à 100% de leur capacité. Voilà, je reviens. Donc, pour la station de dessalement de Sokhtlata, qui est à Lari, donc il y a un travail qui se fait conjointement avec le ministère de l'Énergie pour remise en service de cette station, au moins pour cet été, pour une petite capacité, pour qu'on puisse au moins donner de l'eau à Tlemcen et atténuer un petit peu l'impact. Pour la station de Maqta, qui fonctionne avec 50%, donc il y a un travail qui a été, cette semaine, il y a eu une concertation avec le ministère de l'Énergie, donc il y a un plan qui a été arrêté pour faire fonctionner cette station au moins avec au moins 80%. 80% au moins pour passer l'été parce que pour la station de Maqta, donc il y a les mots à peu près 3 wilayas, donc il y a Orom, Mascara et Rilizan. Donc ça c'est le programme qui est là. Donc en termes de perspective, il y a d'autres stations. Il y a 4 grandes stations, donc une à Alger avec une capacité de 300 000 m3 jour, l'ouest d'Alger. La deuxième au niveau de la wilaya de Chat avec 300 000 m3 jour. La troisième, c'était à Bidjaya, 50 000 extensibles à 100 000. Et la quatrième, c'est de Skikda, avec 75 000, qui est dédiée aussi à l'usine de phosphate. Maintenant, effectivement, il y a du retard. Donc, il y a les deux stations qui étaient prévues de démarrer en 2018 pour Alger et Tarf, donc n'ont pas pu la pour des raisons administratives, des raisons, etc. Donc, il y a un travail qui se fait maintenant en concert avec le ministère de l'Énergie pour relancer un petit peu les stations Hadi pour qu'on puisse au moins à l'avenir. Ça, c'est le programme qui a été en termes de perspective. Il y a d'autres stations d'ici 2030 qu'on a prévues dans notre programme. Et en fonction, parce qu'il y a une étude qui est en cours, pour définir un petit peu les sites potentiels pour qu'on puisse, au moins au fur et à mesure, de réaliser des stations. Pourquoi? C'est premièrement pour pérenniser la station et pour sécuriser. Donc sécuriser l'alimentation potable. Maintenant, vous savez tous qu'au moins j'ai une eau qui est mobilisée. Donc même s'il y aura demain, il y aura des problèmes de changement climatique, donc au moins on a une eau qui est pérenne. Et deuxièmement, la population. Il faut dire que 60% de la population algérienne se situe dans la bande littorale. Donc si on va réaliser plus de stations, au moins on assure qu'on puisse au moins les alimenter d'une manière... C'est une option inévitable, le dessalement d'eau pour l'Algérie? Ah oui. C'est devenu maintenant, c'est incontournable. Mais c'est une option chère aussi, parce qu'il y a beaucoup d'investissements, notamment en termes de maintien et d'entretien. Donc elle est chère, mais c'est-à-dire avec le temps, avec les nouvelles technologies, maintenant ça devient compétitif par rapport à d'autres ressources. Mais quand même, on est obligé d'aller vers le dessalement, au moins pour sécuriser un petit peu toute la population. Et dans notre objectif, donc dans notre stratégie qui a été auparavant, c'était de réaffecter les barrages pour l'irrigation, pour la sécurité alimentaire. Donc ça, c'était l'option qui a été retenue par notre secteur et pour l'État algérien. Très bien. Monsieur Dahamchi, on a parlé des ressources non conventionnelles. Il y a quand même un souci. Ces ressources ne sont pas toujours bien préservées. Il y a même l'infiltration des eaux usées dans ces ressources qui sont très utiles, notamment en ces temps durs. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait justement pour essayer de préserver ces sources d'eau de la pollution? Alors, il y a un parc important de stations d'épuration au niveau national. Il y a 200 stations d'épuration qui arrivent à épurer une capacité de 950 millions de mètres cubes. Toute cette quantité, c'est pour permettre
de nettoyer, de protéger la ressource en premier lieu. Très bien. Aujourd'hui, il manque le raccordement de pas mal d'agglomérations à travers ces stations afin de collecter et d'épurer le maximum de quantité. Il y a aussi le reste du programme de réalisation de stations d'épuration qui est en cours et d'autres qui est en projet. Quelles sont les technologies pour lesquelles nous avons opté? Est-ce que là aussi on est sur des technologies énergivores, dans le sens où on utilise trop d'énergie pour épurer cette eau? Nous avons Est-ce qu'il y a utilisé, d'autres alternatives? nous avons utilisé un système le bout activé à travers toutes nos stations, mais ça n'empêche pas de développer l'intelligence et l'action collaborative pour trouver des différentes solutions. Ce qui veut dire, même pour la gestion, en termes de gestion intégrée, la participation des scientifiques, des usagers dans la gestion de l'eau est primordiale. Très bien. Alors, par exemple, il y a des systèmes d'épuration locale au niveau des petites localités qui peuvent régler énormément de problèmes à travers... Bon, il y a une priorisation de réalisation et d'installation de ces équipements, en premier lieu autour des lacs des barrages, des cuvettes des barrages, Très bien. et ainsi que autour des grandes nappes. La même chose aussi dans la bande littorale. C'est-à-dire là où il y a plus de quantité d'eau à protéger. Là où il y a le risque de contamination. Très bien. Alors il y avait aussi un ensemble d'opérations qui étaient gelées, qui ont vu un lever de gel, qui sont entrés ils ont été lancés. Très bien. Ce qui va arranger la situation. En termes d'épuration, on est à quel pourcentage par rapport aux eaux qui sont rejetées? Non, le taux reste quand même faible. D'accord. Malgré que les capacités installées sont importantes, mais le niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un travail à faire en termes de raccordement des agglomérations vers ces stations. Justement, c'est justement l'épuration, la récupération des eaux, ça reste un gisement en soi qu'on devrait utiliser. C'est inévitable. La loi de 0512 en 2005 a introduit officiellement l'utilisation des eaux non conventionnelles dans le bilan hydrique. Comme je disais tout à l'heure, l'Algérie, sur tout le territoire national, elle détient annuellement 18 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, on utilise à peu près 12 milliards chaque année. Beaucoup sont perdus. Alors, pour revenir contrairement à ce qu'on croit par rapport à notre zone aride et semi-aride, et par rapport au manque de pluie, eh ben, nous produisons et nous mettons sur les réseaux 2 fois la quantité des besoins des Algériens. D'accord. De telle sorte que nous produisons jusqu'à 3,6 milliards de mètres cubes pour l'eau potable. Très bien. L'agriculture prélève à peu près 7,6 milliards de mètres cubes. Et pour ce qui est des eaux épurées, c'est-à-dire les eaux qu'on récupère, à quoi peuvent-elles servir? C'est-à-dire, elles peuvent diminuer la pression, justement. Alors, obligatoirement, en plus de cette protection de l'environnement, il est nécessaire aujourd'hui de penser à l'intégrer dans nos habitudes d'utilisation, que ce soit dans l'industrie ou bien dans l'agriculture. Mais dans les mentalités, il y a un travail à faire. Monsieur Abdelaziz Larjoum, justement, ce gisement des eaux qu'on peut récupérer, des eaux usées, c'est un gisement à exploiter, et à quoi il peut servir? Donc, M. Bdenafché l'a dit. L'agriculture, par exemple. Voilà. Parce que cette option qui a été retenue, c'est la réutilisation des eaux épurées à des fins beaucoup plus pour l'irrigation. Pourquoi l'irrigation? Parce que, premièrement, on a dit depuis le début qu'on est en train d'élargir dans une situation où une zone semi-aride, on est obligé d'aller vers l'économie d'eau, etc. Donc, on est obligé d'aller vers la réutilisation, au moins pour économiser. La contrepartie qui est prélevée à partir des barrages, on peut la réutiliser au moins à partir rentabiliser les eaux produites, à partir des eaux des steppes, pour utiliser à des fins d'irrigation, notamment pour les périmètres, etc. Donc c'est une option qui est rentrée en jeu. Donc on est obligé. Donc il y a, c'est vrai, on est timidement un petit peu, mais par la suite, mais plus tard, on est obligé vers la généralisation. Maintenant, on va introduire, par exemple, l'opération des nouvelles technologies pour aller traitement plus poussé, pour qu'on puisse utiliser cette eau
Ah, il faut beaucoup plus d'irrigation aussi pour l'industrie. Parce que l'industrie consomme encore. Il est fait justement obligation aux industriels d'épurer les eaux qu'ils utilisent. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Est-ce que tout le monde le fait? Bon, c'est difficile de contrôler maintenant. Donc, il y a le ministère de l'Environnement, il y a aussi une part de responsabilité. Voilà, d'accord. Mais on est obligé d'y aller. Parce qu'on est obligé d'y aller. Pourquoi? Parce que, j'ai dit, parce qu'on est en situation, on est obligé d'opter pour n'importe quelle solution, qu'on puisse au moins économiser cette denrée rare. Donc, dans l'industrie, dans l'irrigation, etc. Sans oublier que pour passer aussi à l'utilisation totale de ces eaux épurées, nous introduisons le traitement tertiaire. Voilà, c'est une option aussi qui est retenue, de généraliser à travers toutes les stations d'épuration le traitement tertiaire biologique. Ce qui veut dire pour qu'il n'y ait plus de bactéries afin d'utiliser facilement l'eau sur plusieurs usages. Ça a déjà commencé dans certaines stations? L'option a été retenue maintenant. Maintenant, elle est retenue. Ça a déjà commencé à l'Harash. Ça présente aussi des avantages, notamment en termes de consommation énergétique. Parce que... Oui, mais il y a des techniques maintenant nouvelles. Donc l'introduction pour la consommation d'énergie, on est obligé d'utiliser, par exemple, dans des usines, dans des installations, on est obligé d'utiliser, par exemple, le biogaz pour faire fonctionner ces stations. Donc il y a de nouvelles technologies qui sont en train de... la production. Voilà. Par exemple, pour revenir à la réutilisation, il y a d'autres pays, par exemple, il y a des pays où on utilise même pour l'eau potable. Aux États-Unis, il y a le Singapour qui utilise pour l'eau potable. Bon, c'est vrai, c'est un traitement très poussé, mais ils sont obligés, parce que la situation l'exige. Et puis, il y a eu une chose aussi, il y a la dimension internationale. Maintenant, l'épuration et l'assainissement. Donc, il y a la dimension de Barcelone. Il faut que d'ici 2030, il faut que tout le Méditerranée soit soi-disant doté des stations. Il ne faut pas y avoir aucun rejet sur la Méditerranée. Voilà, donc on est obligé, la JSI est inscrite dans cette politique. Donc on est obligé d'y aller. Bon, ça va être progressivement en fonction aussi de la mobilisation financière, parce qu'on est en situation un peu difficile. Donc c'est pour cette raison. Très bien. Alors, Madame Mouchal, est-ce qu'on est obligé ou on doit construire d'autres barrages ou réhabiliter ceux qui existent? C'est-à-dire réhabiliter? Ou les deux? Enfin, construire, il ne reste pas beaucoup de sites de grands barrages, mais il y a toujours la politique aussi de construire des petits barrages et des retenues collinaires, ne serait-ce pour l'irrigation. Il y a des petits barrages, il n'y a pas un programme, enfin, il y a un inventaire de petits barrages, mais pour les grands barrages, il n'en reste pas beaucoup. Quand même, actuellement, le secteur dispose plus de 65 études de barrages. On en a déjà plus de 20 études prêtes à lancer en travaux. Mais pour la réhabilitation, la réhabilitation elle est toujours continue. Il y a la maintenance du parc déjà existant. On est sur des opérations aussi d'évasement de barrages pour récupération d'une capacité. C'est un travail qui se fait continuellement. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de barrages qui souffrent de problèmes d'envasement? Je vais vous dire, c'est vrai ou c'est pas vrai. L'envasement dans les barrages. Il y a un problème d'envasement de nos barrages? Non, il n'y a pas un problème d'envasement. De toutes les façons, les barrages qui sont actuellement dans un stade d'envasement avancé, c'est des barrages qui sont très anciens, qui ont un âge qui dépasse les 60-70 ans. Ils sont en fin de vie? Oui, c'est exactement. En fin de vie? Exactement. Et puis, si on parle d'envasement, si on regarde ce qu'on a comme envasement dans nos barrages actuellement, on a environ 1,3 milliard, 1,4 milliard qui représente 14% de la capacité totale des barrages. Et puis aussi, cet envasement, si on parle des barrages qui ont un âge qui varie entre 20 et un jour, par exemple, cette capacité-là, elle est déjà quantifiée dans la conception du barrage. Elle doit y être là-dedans. Juste pour expliquer, le désenvasement coûte cher. Et je sais qu'au ministère des Ressources en eau, on pense même à se lancer dans la fabrication de dragueuses algériennes. C'est un projet qui est en cours. Oui, on a lancé la fabrication de 3 dragues algériennes. Bon, la première, elle est déjà achevée. Elle est en stade... on est en train d'acheminer sur le site pour les premiers essais. Les autres sont à un stade avancé, il reste juste les équiper en équipement d'extraction, c'est-à-dire de pompage de l'eau et enfin de la vase.
Très bien. Je reviens vers vous, Monsieur Delamchi. Est-ce que l'option du dessalement ne va pas devenir un problème à l'avenir, dans le sens où il va falloir entretenir financièrement et surtout le coût de l'énergie cette option, comment on pourrait l'envisager et surtout la pérenniser? Le système de dessalement, l'appoint, je le dirais, c'est un appoint. Parce que obligatoirement, nous devons consommer convenablement nos ressources conventionnelles. Très bien. Alors demain, un investissement pareil qui, tout au long de notre littoral, permet à tout moment de parer aux pénuries qui peuvent parvenir à travers les saisons sèches. C'est quelque chose qui assure une sécurité hydrique nécessaire. Mais je dirais qu'il va venir compléter le manque ou l'insuffisance à travers des années sèches ou lorsqu'il y a des difficultés dans les ressources conventionnelles. On ne peut pas l'envisager comme première source. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, Monsieur Lardio. Non, pour le moment, donc, c'est les ressources souterraines, donc ils représentent plus de 50%. Le reste est réparti entre superficiel et dessalement. Mais le problème, donc on est obligé, parce que c'est une obligation maintenant, avec la situation actuelle, on est obligé d'aller vers une ressource pérenne. C'est pérenne, donc sécurisé. Voilà, donc parce que la ressource elle existe. Même si demain il y aura un changement climatique, d'autres impacts, ça veut dire que on a une eau qui est immobilisée, donc on est obligé de l'utiliser. Pour cette raison, donc maintenant pour le mode qui a été opté pour le premier programme, donc nous pour les prochaines stations, les prochains programmes, donc on essaie de revoir un petit peu, de trouver un autre mode adapté à l'Algérie. Donc c'est le mode BO qui a été opté pour le premier programme. Mode donc de gestion. Voilà, on est obligé de... Maintenant, on a capitalisé, on a une expérience quand même. Donc l'Algérie a capitalisé une expérience. Donc on essaie de le rentabiliser plus tard, puis le prochain programme. Et pourquoi pas aller vers d'autres modes qui s'adaptent parfaitement à l'Algérie. D'accord. Mais il reste quand même un problème d'entretien des réseaux, parce que si on investit beaucoup d'argent pour, en fin de compte, perdre une bonne partie de cette eau qui coûte cher à produire dans la nature, qu'est-ce qui est fait dans ce sens pour éviter, on parle parfois de 50% de pertes, si je ne me trompe pas. Effectivement, donc, quand on parle des pertes, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas négliger. Bon, je voudrais rappeler aussi, parce que le problème des pertes d'eau, c'est un phénomène, c'est-à-dire que c'est international, il n'y a pas que l'Algérie. C'est dans tous les réseaux du monde, il y a une norme. Dans les normes, il faut avoir, si on perd de 0 à 20%, on dit que le réseau il est parfait, donc il est acceptable. Au-delà, donc on est obligé d'agir. On est à 50%. Voilà. Mais en Algérie, bon, le taux il est élevé, il faut dire la réalité, donc varie entre 30 jusqu'à 50%. Parce que bon, ça varie d'une région à une autre, d'une ville à une autre. D'où les coupures le soir. Non, c'est une conséquence. En conséquence, c'est pour couper, c'est pour réparer, pour économiser. C'est ce qu'il faut le dire aussi, à un moment donné, s'il y a des pertes, il vaut mieux couper le soir au lieu que ça se perde dans la nature. Non, j'ai dit, les couper, c'est normal, c'est pour réparer. Non, je vous dis, il y a aussi, donc il y a un autre point qu'il ne faut pas le négliger, c'est que nos réseaux, les réseaux de l'Algérie, qui datent depuis la période coloniale, pas l'ignorer. Donc c'est des anciens réseaux, etc. Mais malgré ça, donc il y a tout un programme qui a été élaboré, qui a été en cours de réalisation. Donc actuellement, c'est compliqué de refaire entièrement le réseau. C'est des travaux énormes. C'est ça le problème. Oui, bon, c'est pas de travaux énormes, mais c'est des travaux qui sont là parce que situés au niveau des villes. Donc là, il y a une complicité un petit peu, complicité dans la réalisation. Donc j'ai dit par exemple les réseaux. Effectivement, il y en a un programme qui a été élaboré, donc ça touche pratiquement plus de 40 villes. Bon, les comptes des villes, c'est les grandes villes, les chefs-lieux de wilaya. Donc il y a un programme qui touche à de grandes villes en cours de réalisation. Il y a une vingtaine de wilayas ou de grandes villes qui sont en cours de réalisation. En cours de réalisation, il y a des wilayas qu'on a terminé, il y a des villes qu'on a terminées. Le reste sont au stade d'étude. Donc la programmation se fait au fur et à mesure. Dès qu'on termine l'étude, et on inscrit l'opération, mais il y a aussi la disponibilité, la mobilisation financière aussi. Donc il faut dire que, effectivement, bon, c'est vrai, les pertes
Et ça représente, c'est-à-dire quelle que soit la mobilisation, on est obligé d'y aller en parallèle. C'est pour cette raison que j'ai dit au début, les deux axes majeurs, premièrement, c'est la mobilisation et deuxièmement, c'est la gestion. Quand on dit la gestion, c'est-à-dire il faut est-ce que c'est la lutte inscrit contre parmi les les priorités du ministère des Ressources humaines? C'est une action priorité maintenant. Donc la lutte contre les fuites, les pertes, les piquages illicites, etc. Donc ça, on a entamé une opération de coup de poing. Donc maintenant, ce n'est pas toléré. Avec cette situation, avec le stress hydrique, avec le manque de précipitations, et des fois on voit qu'il y a des fuites, etc. Donc, au niveau des réseaux, donc c'est intolérable. C'est pour cette raison que je dis que le citoyen, il faut qu'il participe. Il faut avoir le sens de sensibilisation. Il faut qu'il belle. C'est-à-dire il faut qu'il voit des choses à dire. Les entreprises, ça se fait etc. Aussi, pour qu'on puisse. Les citoyens appellent souvent les entreprises concernées. Peut-être la réaction n'est pas toujours immédiate. Non, l'objectif. Peut-être les entreprises de gestion, voilà. Vous avez des choses à dire sur la question? Non, l'objectif, c'est vrai, parce que quand il y a une fuite, il faut la réparer, donc ça nécessite un temps d'arrêter, etc., pour le réparer, etc. Notre objectif, c'est de réduire ce temps. Donc, au lieu, par exemple, d'aller 3 ou 4 jours, donc on le met par un jour, mais un exemple. Ça c'est l'objectif. Il ne faut pas que le citoyen, c'est-à-dire sentir avec ça c'est l'objectif. Et on est obligé d'y aller parce que l'eau c'est une ressource rare, donc on est obligé de Très bien. Je reviens à vous, Madame Ochar. Alors, est-ce qu'il y a une autre manière pour assurer l'approvisionnement à travers les barrages que la manière classique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut remplir les barrages différemment qu'à travers la pluviométrie? Oui, c'est difficile de dire ça, autant de barrages de remplir. Les barrages, ils sont faits pour qu'ils soient remplis à partir de la pluviométrie. Voilà, à la base, c'est cela. Mais actuellement, on a 2 études, une qui est terminée, l'autre en cours. C'est 2 barrages pilotes, c'est pour les remplir à partir des eaux usées épurées. Un barrage qui se trouve ici dans l'Algérois, c'est au niveau de Mefter, c'est le barrage Barek, qu'on va... Une fois réalisé, sera rempli à partir de la station d'épuration de Baraki. Et un autre barrage dans la région de Annaba aussi sera rempli à partir de la station d'épuration de Annaba. Et ça, c'est bien sûr pour l'irrigation, le premier pour la Mitidja et l'autre pour le périmètre de Der'an à Annaba. Est-ce que sur le plan économique, pour les agriculteurs également, pour les industriels, on va à un moment donné avoir un souci dans le sens où l'économie va subir ce manque d'eau? Vous pensez qu'on va y arriver ou ça peut être évité? De toutes les façons, s'il y a un stress hydrique, c'est tout le monde qui va le ressentir, pas uniquement que l'eau potable. L'eau potable, elle est prioritaire de toutes les façons. Donc, pour l'économie, ils vont ressentir encore plus que l'alimentation en eau potable, que les ménages. Pour ajouter juste par rapport aux fuites, il faut aussi informer le citoyen, il faut éradiquer les fuites des ménages aussi. Les robinets qui se ferment mal, les chasses d'eau qui fuient toute la nuit et toute la journée. Ça aussi, il faut faire un effort là-dessus. C'est vrai, on ne va pas économiser des millions de mètres cubes, mais on va participer à, ne serait-ce à réduire sa facture d'eau. Très bien. Monsieur Dalamchi, on sait que de par le monde, maintenant, l'eau est un problème, l'accès à l'eau, en tout cas potable. Même les pays les plus industrialisés font face à ce souci d'accès à l'eau. Et ils prennent des dispositions que nous ne connaissons pas forcément chez nous. Ça dure depuis plusieurs années. Vous nous avez parlé tout à l'heure, avant l'émission, de certains États qui obligent leurs citoyens à ne pas laver leur voiture, alors que nous, on a carrément des lavages automobiles qui fonctionnent avec de l'eau dessalée. Est-ce que ce n'est pas un souci? Alors, vous me donnez l'occasion de répondre un petit peu à ce paradoxe. Dans un pays aride, là où on a mis énormément d'efforts pour réaliser énormément d'infrastructures, et nous continuons à ne pas utiliser rationnellement l'eau. Alors, à travers le monde, comme vous le dites, il y a 2 politiques de gestion de l'eau. Il y a la politique de l'offre, ce qui veut dire réaliser davantage d'infrastructures et de mobilisation, de transfert et donner le maximum d'eau aux usagers. Mais payer à son prix réel? Non, le prix n'est pas dans la politique de l'offre. Très bien. La politique de l'offre, elle répond à un rattrapage
d'un retard. Depuis notre indépendance, il y a eu un rattrapage énorme et une mise à niveau des infrastructures qui répondent aux ambitions de... Pour les pays qui sont en voie de développement. Absolument. Voilà. Mais les pays développés ont quitté cette option. Ils sont convertis totalement à la politique de la demande. C'est quoi la politique de la demande? C'est d'agir sur le citoyen, ou bien sur l'agriculteur ou de l'industriel, comment il réduira, il utilisera que la quantité d'eau qui suffit à son besoin. Dont il a besoin. Voilà. Alors, pour cela, il y a d'autres programmes différents que celles de la politique de l'offre. Alors, c'est quoi ces opérations? En premier lieu, c'est l'adhésion du citoyen, de l'usager. Deuxièmement, la réhabilitation des réseaux, chose qu'on n'en fait pas beaucoup. On a favorisé, par exemple, la construction de barrages et les transferts et plus de production à travers le dessalement, mais malgré qu'on a réalisé des projets de réhabilitation des réseaux, et on n'en a pas fait suffisamment. Par exemple, l'opérateur qui est l'ADE ou CEAL devait eux-mêmes assurer la réhabilitation de leur réseau. Par manque de financement et par manque de couverture du tarif, alors en aucun cas, le tarif ne pouvait subvenir ou répondre à ce déficit. Alors automatiquement, il y a eu toujours des opérations d'équipement du Trésor public pour réhabiliter les réseaux. Alors ça, c'est une option à encourager, à développer. Et bien sûr, c'est la sensibilisation de la population. Voilà. Vers quoi justement nous devons aller en termes d'actions concrètes sur le terrain pour consommer de manière rationnelle? Alors, mis à part le prix, parce que c'est vrai que nous sommes dans une conjoncture difficile, financièrement, économique. Alors, cette politique de la demande, pour gérer la demande, essayer de changer la consommation, le comportement et le changement, eh ben, elle se base sur, comme j'ai dit, l'adhésion de l'usager. Et aussi Mais comment et comment la communication uniquement non, avec des actions d'incitation. Ce qui veut dire toute personne physico-morale, tout utilisateur d'eau qui économise, il est récompensé. Et là, on introduit un mécanisme qui va faire bouger les choses. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Ce mode-là, on ne l'a pas. Puisque toutes nos opérations d'équipement passent par le code des marchés. Et on lance des grands projets, on fait appel à de grands opérateurs pour nous réaliser. Mais ça, c'est un autre mode de gestion. Alors, nous devons avoir des fonds afin de permettre à, par exemple, celui qui utilise les eaux usées, eh ben, il va être encouragé. Il paiera moins ou il aura des avantages. Très bien. Voilà, tout ça, c'est une autre vision que nous devons développer. Très bien. Nous allons conclure sur ça parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le débat était en tout cas passionnant. Merci à vous. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous remercions également nos invités d'y avoir participé. Je rappelle que sont présents sur ce plateau Nadia Ouchar, directrice centrale de l'agence des barrages, Abdelaziz Larjoum, sous-directeur du réseau de l'eau potable au ministère des Ressources en eau, et enfin Mohamed Daramchi, directeur général de l'agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.